Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information de la vallée du Richelieu. Cette semaine, l'émission a un peu changé. Ce sera un format de 60 minutes compte tenu du grand nombre d'informations que nous avons à vous présenter. Et d'ailleurs, cette semaine, nous accueillons Sylvie Blanchard, directrice générale d'Entraide Plus, qui vient nous parler du projet Bien vieillir et des demandes de financement qui devraient se concrétiser bientôt. Jonathan Chalifou, maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu, nous explique l'augmentation des taxes municipales en 2025 et des mesures créatives pour utiliser les fonds publics de la ville. Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce d'industrie Vallée du Richelieu-Rouville, vient en studio pour inviter les entrepreneurs de la région à s'inscrire au gala Illumina. Jean-François Barry, porte-parole du défi 28 jours sans alcool, nous explique le fonctionnement des inscriptions au profit de la maison Jean Lapointe. Et finalement, Mélanie Villeneuve, mairesse d'Otterburn Park, expose sa vision dans sa planification stratégique et son bilan annuel. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette édition de 60 minutes du Régional. Bonne émission! Comme à chaque semaine, l'équipe de TVR9 vous propose un tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. La ville de Belleuil confirme le retour de sa piscine en eau vive pour une deuxième année, après des résultats encourageants lors du projet pilote en 2024. Un récent sondage concernant la piscine révèle une excellente note moyenne de 4,3 sur 5 parmi les visiteurs de l'an dernier. Malgré 16 jours de fermeture en raison de la qualité de l'eau ou des conditions météorologiques, 831 baigneurs ont profité de l'installation durant l'été, ce qui représente une moyenne de 21 personnes par jour. Les statistiques révèlent également que la température moyenne de l'eau dans la piscine en eau vive a été d'environ 75 degrés Fahrenheit ou 24 degrés Celsius. Les commentaires négatifs concernaient surtout les horaires limités et les espaces restreints pour les bateaux. En réponse, la ville devrait élargir les heures d'ouverture dès cet été. À Mont-Saint-Hilaire maintenant, la vitesse sur une portion du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, entre les résidences Soleil et la Grande Allée, a été réduite à 60 km/h. La mesure fait suite à une demande de la ville de Mont-Saint-Hilaire pour améliorer la sécurité des routes. Pour sensibiliser les conducteurs, un radar a été installé dès la fin décembre et une présence policière accrue a été mise en place. Le maire Marc-André Guertin souligne que cette réduction est essentielle pour accompagner les projets de développement urbain dans cette zone, visant à favoriser une meilleure mobilité active. Simon Jolin Barrette, ministre et député de Bordua, s'est également réjoui de cette initiative, affirmant que la sécurité des citoyens, qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, est une priorité. À Saint-Basile-le-Grand, une résidente pourra continuer de laisser ses quais dans la rivière tout au long de l'année, malgré un changement récent dans la réglementation municipale. La Cour a tranché en sa faveur, estimant qu'elle bénéficie d'un droit acquis. Depuis plusieurs années, la propriétaire laissait ses quais dans le cours d'eau et avait obtenu un permis pour cette installation en 2015. Toutefois, en mai 2021, la ville de Saint-Basile-le-Grand a modifié sa réglementation pour interdire l'entreposage des quais dans le cours d'eau. Des constats d'infraction avaient été remis aux contrevenants à cette nouvelle réglementation, mais le juge François Dadour de la Cour supérieure a confirmé que les résidents disposent d'un droit acquis pour maintenir leurs quais dans la rivière. Cette décision représente un revers pour la municipalité qui avait souhaité interdire cette pratique sur son territoire. La ville de McMasterville met en garde ses résidents contre des visites à domicile non sollicitées. Réalisées par des individus prétendant travailler pour des entreprises d'amélioration de bâtiments, ils offrent des services tels que la vérification de la qualité de l'air, l'isolation ou l'économie d'énergie. Ces personnes affirment représenter des compagnies spécialisées, mais la ville précise qu'aucun permis n'a été délivré pour ces activités. La sollicitation porte-à-porte est autorisée uniquement si un permis valide a été émis par la ville, en plus d'obtenir l'autorisation de l'Office de protection du consommateur. Les résidents sont invités à ne jamais laisser entrer ces visiteurs sans vérifier leur permis. Il est recommandé de contacter la ville ou les services de la régie de police pour signaler toute situation suspecte. Voilà, c'est ce qui complète votre tour d'horizon de l'actualité dans la vallée du Richelieu. Nous
sommes avec Sylvie Blanchard, qui est directrice générale du Centre communautaire L'Entraide Plus. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous avez eu des nouvelles concernant la subvention pour le projet Bien vieillir. Bien vieillir chez soi, oui. D'ailleurs, je tiens à remercier TVR9 de vous être impliqués dans les pressions qu'on a pu faire, nous, le Centre communautaire L'Entraide Plus, qui est situé à Chambly d'ailleurs, pour qu'il y ait un dénouement favorable là, à un moment donné, parce qu'on vivait beaucoup d'injustices face à la situation pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi le dossier. C'était quand même un gros projet qui est de l'aide à domicile pour les aînés, des menus travaux, si on veut, pour aider les aînés à bien vieillir chez soi en sécurité. OK. Donc, si je comprends bien, ce serait un service qui aiderait les personnes qui ont besoin de faire des travaux comme changer une lumière ou pelleter la cour, ce genre de choses-là. Là. Pelleter étant un bien grand mot, mais plus du déneigement plus partiel, parce OK. que c'est sûr que les déneigeurs, ils nous aimeront pas si on prend... Non, c'est vraiment pour des menus travaux. Exemple, déneiger une voiture, pour certaines personnes, il n'y a rien là. Mais pour des personnes d'un certain âge, quand la difficulté de lever les bras, des fois, qui est déjà présente et qui ont besoin de se rendre à l'urgence ou d'aller à un rendez-vous quelconque, ça peut être compliqué et essoufflant. Et en même temps, ça peut être un peu dangereux, surtout si c'est un peu glissant. Là. Puisque quand on leur demande aux personnes, c'est ça leur souhait, c'est de rester chez eux. Donc, c'est un projet qui peut leur permettre de... Bien, je vais faire du pouce sur ce que vous dites parce que la décision qui a été prise d'aller vers un projet de cette envergure, c'est qu'il y a eu des recherches qui ont été faites. Moi, je fais partie de quelques tables de concertation pour les aînés. Et là, lors d'un grand rassemblement, il avait été déterminé que les personnes âgées veulent demeurer en majorité chez eux, mais ils ont des enjeux de... Il y a une branche qui va tomber et d'appeler quelqu'un pour aller simplement la couper ou l'enlever de là, ça devient tellement laborieux parce qu'on le sait tous, il y a les emplois, il y a un manque de personnel un petit peu partout et aussi il y a des gens qui vont arnaquer. Donc, nous, on est là pour contrer ça, prévenir ça. Et c'est ça, on veut offrir ces services-là, ce genre de services de menus travaux comme ça qui vont vraiment aider les aînés à demeurer chez soi. C'est une super idée, mais en même temps, ça prend de l'argent pour faire ça. Exactement. OK, comment on va avoir cet argent-là? En fait, la subvention qui avait été accordée en février 2024, je dis bien 2024, hein, on est en 2025, qui était de plus ou moins 570 000. En tout cas, 570 000, on est près du 600. Nous a été octroyé par le fédéral. Par la suite, il y a eu un enjeu de champ de compétences avec les gouvernements du Québec et le gouvernement canadien. Et là, bien, tout a freiné en juin à peu près, lorsque nous, on était en train à la fin mai, on était en train de mettre en place le fameux projet qui allait débuter début juin. Et tout a freiné. Alors, on a fait comme, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on vivait une grande injustice par rapport aux aînés, parce que nous, on veut aider les aînés à domicile. Et ils attendaient après nous. Et ça vient de débloquer. Là. On a eu, et encore une fois, grâce aux médias, je dirais, grâce aux médias, il y a eu beaucoup de travail de fait aussi par M. Jean-François Roberge. Et je vous dirais que M. McKinnon aussi, du fédéral, nous ont aidés là, à s'entendre finalement ensemble sur quelque chose qui ferait l'affaire des deux parties. J'ai eu la réponse juste avant Noël. Vous savez, j'avais écrit une lettre au Père Noël, moi. Oui. Et ça a fait le tour. Ça a passé dans le journal, ça a été à l'Assemblée nationale. Je le sais que ça a fait le tour. Et j'ai même eu une réponse privée de M. Jean-François Robert. Je me disais qu'il allait s'en occuper. Puis il l'a très bien fait. J'étais très, très, très contente qu'il s'occupe du dossier, que ça lui tienne tellement à cœur en passant. Il faut être créatif des fois pour sortir puis se faire entendre. Oui, oui. Donc, les gens qui seront intéressés par ce service-là, est-ce que c'est des gens de la vallée du Richelieu? De quel secteur qui vont être desservis? Ah, c'est une très bonne question. Effectivement, le centre communautaire, oui, notre centre communautaire est situé à Chambly. Par contre, on va desservir les municipalités de Carignan jusqu'à Saint-Césaire. Donc, Carignan, Chambly, Richelieu, Saint-Mathias, Marieville, Saint-Angèle-Nomonoir, Rougemont et bien sûr Saint-Césaire. Donc, c'est quand même...
On va l'appeler l'entraide plus 112 quasiment. La 112? Ce petit bout-là, où est-ce OK. que les gens vont pouvoir être desservis directement chez eux. Parce qu'il y a beaucoup de territoires. C'est très rural, hein, cette région-là. Donc, les gens se sentent isolés. Ça va aider beaucoup à contrer l'isolement, qui fait partie, entre autres, de notre mission à l'Entraide Plus. Contrer l'isolement chez les personnes âgées. Est-ce que vous avez une idée un peu du fonctionnement? Là, je comprends que ce n'est pas encore mis en place à 100 Est-ce que ça va être par téléphone? Est-ce qu'il va falloir s'inscrire pour demander cette aide-là? Comment ça va fonctionner? Oui, dans un premier temps, on est en pré-démarrage parce que, oui, j'ai eu la nouvelle avant les fêtes que la subvention allait éventuellement, potentiellement venir dans nos coffres. Mais là, on est à la mi-janvier en ce moment. Je ne sais pas quand est-ce que l'émission va passer, mais on est à la mi-janvier. Et j'ai toujours pas de réponse du fédéral du comment ça va être déposé. Par contre, nous, ce qu'on fait en ce moment, on est en recrutement de bénévoles. Vous pouvez contacter Marie-André Robin à l'Entraide Plus, 450-658-4469. On va mettre le numéro en bas de l'écran. Oui. Ça va apparaître un peu comme ça, les gens pourront téléphoner. Ouais. Puis là, pour une personne qui veut devenir bénévole, qu'est-ce que ça va impliquer? Ça va impliquer quelqu'un qui a quand même une santé, qui est encore en forme, qui est capable de déneiger des voitures, qui est capable de visser une vis dans un mur, changer une ampoule. Et on va même jusqu'à aider les gens au niveau de la connectivité Internet parce que nous, on offre des formations de web aînés 1 à 1 à l'Entraide Plus. Là, on va pouvoir les aider à se connecter et pouvoir prendre leur rendez-vous directement en ligne régulièrement. On va pouvoir les aider là-dessus. C'est un apprentissage de longue haleine, vous allez dire « eh oui ». Il faut répéter souvent « eh oui », même pour moi. Mais je crois que c'est nécessaire maintenant. Parce que vous savez que pendant la pandémie, les aînés se sont sentis drôlement isolés, surtout ceux qui n'étaient pas connectés. Là, le revirement, ça a eu ça de bon. Les aînés maintenant sont intéressés à se connecter. Il y a ça. Je peux vous donner des exemples pourquoi c'est si important aussi. Juste avant les fêtes, il y a un monsieur, il a monté une marche pour changer une ampoule. Bien, il a tombé, s'est fracturé 3 côtes. Il y a eu une commotion cérébrale. Il s'est ramassé à l'urgence pas à l'urgence, à l'hôpital pendant 16 jours. Et on a... On pourrait éviter... Moi, j'étais sidérée parce que c'était un genre comme ça qu'on voudrait aider. Là. On pourrait éviter ce genre de situation-là. Oui. Puis, tu sais, en plus, c'est des gens qui se ramassent dans le système de santé par après puis qu'on aurait pu complètement éviter. Tout à fait. Et j'imagine que c'est super aussi valorisant pour les bénévoles, comme ça, d'aller rencontrer des personnes âgées qui ont des histoires à raconter, de connaître des nouvelles personnes. Mon Dieu, oui, vous avez raison, parce que ce sont des gardiens de nos mémoires. Hein? Nous, on a écrit le livre « Les gardiens de la mémoire ». Et le fait qu'ils vont rencontrer des gens à domicile comme ça, ça contre l'isolement, ça crée comme une connexion, un lien. Puis les gens, ben oui, ça leur fait du bien. Les bénévoles, c'est leur paye, ça, d'aider. Madame Blanchard, je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Je souhaite que ça aboutisse le plus rapidement possible. Puis je rappelle aux gens qui peuvent téléphoner, on va avoir mis le numéro à l'écran. Puis le projet j'imagine qu'il va pouvoir continuer rapidement. Oui, on se le souhaite. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Nous recevons en studio Jonathan Chalifou, qui est maire de Saint-Antoine-sur-Richelieu. Merci d'être présent. Bonjour. 2025 marque le 275e anniversaire de la municipalité. Oui, ça va être une année haute en couleur à Saint-Antoine-sur-Richelieu. Il y a eu plein de moments historiques qui s'est passé à Saint-Antoine. On parle des patriotes de Saint-Denis, mais il ne faut pas oublier que Saint-Antoine a traversé la rivière pour aller aider Saint-Denis pour notre victoire. On va commémorer ça à Saint-Antoine dans notre cadre de festivité de 275e. On a bien hâte de présenter la programmation aux citoyens et aux gens de la région. Ça va être vraiment un incontournable là, cet été. Saint-Antoine, on est toujours un incontournable l'été. Là. On est un village... moi, je me plais à dire qu'on est le plus beau village de la vallée du Richelieu. Et les gens sont tellement accueillants. On a notre vignoble du Mouton Noir que là, ils sont en processus de vente, changement de propriétaire, en espérant que ça continue avec des nouveaux propriétaires. C'est un site vraiment charmant. On a notre petit restaurant à l'Antoinette, tout petit, mais tellement chaleureux. On a notre maison de la culture qui est là. Plein d'activités à venir pour le 275e. Puis un petit scoop comme ça, on a eu le banquet des femmes patriotes
qui a eu lieu avant la bataille de Saint-Denis, que les femmes patriotes ont fait un banquet pour nourrir tout le monde. Et on aimerait ça, refaire ce banquet-là au même site là, pour commémorer notre 275e. Un grand banquet. Oui, on est en préparation. Combien de personnes? On ne le sait pas encore. Tout le monde qui va à la guerre. On est en processus, mais il faut se mettre dans... Tu sais, c'est notre vallée, c'est des moments historiques. Oui. C'est une super idée, j'ai jamais entendu ça d'un autre endroit. Tout le monde à l'époque, tu sais, j'imagine, Saint-Antoine n'était pas obligé de traverser la rivière, mais l'entraide était tellement forte dans ces années-là. C'était une chimie entre les deux villages. Ils ont traversé pour aller aider, mais il y en a quelques citoyens de l'époque qui sont décédés. On a encore le bac à câble qui relie les deux villages. Puis on était longtemps, on avait notre pont de glace qui reliait les deux communautés. Là, c'est sûr qu'avec les changements climatiques, c'est plus difficile, mais le pont de glace faisait en sorte que c'est comme si on prenait les deux rives, là, puis on les collait ensemble, là, puis la chimie changeait directement. On veut commémorer ça. On a notre île Pasteur qui est dans le milieu. Ça va être fort intéressant, là, ça va être à surveiller là, pour 2025. Mais on va attendre la programmation dans les prochaines semaines. Mais ouais. Sur une note un peu moins festive, j'ai pris connaissance du budget 2025. D'abord, je tiens à vous dire que c'est très courageux pour un politicien de faire ce genre de mouvement budgétaire-là avant une réélection. Pouvez-vous nous en parler un peu plus? Oui, on augmente les taxes de... Tu sais, c'est sûr que tout le temps, des calculs qui est difficile. Il y a des maisons qui sont plus évaluées, moins évaluées, mais grosso modo, là, on parle d'un 7 d'augmentation de taxes pour le résidentiel, puis à peu près une dizaine de pourcents pour notre agricole. Il ne faut pas se faire de cachette. Là. La fiscalité municipale au Québec, là, nous, c'est une petite municipalité, on n'a pas de développement résidentiel qui s'en vient à court terme, on n'a pas d'entreprise, on n'a pas de commerce. Puis il ne faut pas se faire de cachette. Les coûts ont explosé partout. 1 kilomètre de pavage qui nous coûtait 100 000 un bout de temps dans les rangs nous coûte 250 000 La construction, tout le monde l'a vu, le coût de la construction, comment que ça allait exploser. Plus qu'on attend à faire des travaux, plus que ça coûte cher. On a regardé le budget, on a pris des décisions déchirantes. C'est sûr qu'habituellement, en année électorale, ce qu'on la plupart des conseils font, on garde la plus petite hausse de taxes, même le geler le plus possible, mais on aurait juste pelleté le problème par en avant. On aurait eu plus de problèmes. Puis aussi, les gens payent pour une qualité de vie. Tu sais, c'est les municipalités qui ont des grosses industries, il y a des désagréments qui viennent avec. Et tout ça fait en sorte qu'on n'a pas des rentrées fiscales de ces grandes industries-là. On n'a pas des entrées fiscales d'autres choses que les gens aiment moins sur le territoire. T'sais, on parle beaucoup de Nordvolt. Il n'y a pas des gros citoyens corporatifs qui viennent payer le tiers des taxes ou la moitié des taxes, mais moi, je me plais à dire, c'est un exemple que je donne souvent, on n'a pas besoin de Saint-Antoine, on a Contrecœur à côté, on a un Mittal qui est un grand employeur qui a des bons salaires, mais qui génère de la poussière, du bruit pour les citoyens de Contrecœur. Des inconvénients. C'est plate à dire, mais le modèle fiscal municipal, si on veut garder une qualité de vie sans poussière pour les citoyens, le moins de bruit possible, entouré de terres agricoles, pas de développement résidentiel, il ne faut pas se faire de cachette qu'avec des augmentations de 2 % par année, on n'est pas capable de maintenir nos infrastructures à jour. On peut le faire, mais on pèle par en avant. Là. C'est une chose aussi d'augmenter les taxes, mais on peut aussi être créatif pour offrir un meilleur service avec cet argent-là. Oh. Par exemple, lorsqu'on rapatrie certains services à l'interne. Oui, nos cols bleus. Moi, j'ai une expérience dans le monde municipal. Là. J'ai travaillé dans des travaux publics de certaines grandes municipalités. Et on est devenu à notre contrat de déneigement. Nos trottoirs étaient donnés au privé dans le contrat de déneigement. Puis aussi, une petite municipalité qui est loin, les compagnies qui soumissionnent pour faire le déneigement ne résident pas sur le territoire. Garder des équipes pour faire les trottoirs, c'était difficile. On a fait faire une option dans l'appel d'offres pour avoir des prix. Quand on a vu ça, on a comme fait c'est trop dispendieux. On a décidé, on s'est assis, on était à la table à dessin, on a regardé comment ça coûtait avec nos cols bleus, même s'ils sont en overtime, en temps supplémentaire, acheter l'équipement. On a décidé de reprendre le déneigement des trottoirs à l'interne depuis 3 ans et la qualité est juste incroyable. On a des employés dédiés, dévoués, qui ont des bonnes conditions de salaire, des bonnes conditions de travail, puis que ça nous revient moins cher qu'une compagnie privée que venir
on va dire, virer en campagne, venir faire les trottoirs. Ouais, C'est fait à l'interne. Puis il y a vraiment comme un sentiment de fierté. Là. Tu sais, les gens, encore pas plus tard que cette semaine, à la réunion du conseil, une citoyenne le disait, elle dit, je suis fière, nos trottoirs, c'est les plus beaux dans la région. Nos personnes aînées, on a beaucoup d'aînés, nous, sur le long du rivage, où est le trottoir principal. Puis pour moi, la qualité de ces trottoirs-là, qu'il n'y ait pas de glace, permet à nos aînés de pouvoir sortir l'hiver puis de discuter avec les autres. Ça se voit voir les autres personnes. Ça se voit, on les voit sur le trottoir, ça jase entre eux. Ils sortent. Mais si les trottoirs seraient glacés, on n'aurait pas la même dynamique là, à ce moment-là. Fait que nos employés font un job exemplaire là, pour maintenir notre village en santé. Puis... Non, puis c'est ça, c'est qu'une fois quand on a un meilleur service puis on a un meilleur environnement, on se rend compte qu'on ne paye pas de l'argent pour rien. T'sais. Non, c'est... notre argent est comme bien utilisé. Fait... C'est très positif. Les citoyens le disent, oui, il y a eu des augmentations de taxes dans les dernières années, parce que c'est difficile. T'sais. Mais de l'autre côté, on n'avait pas de jeu d'eau qu'on a emmené. On a rapatrié le camp de jour qui était dans une compagnie privée. C'est des employés à l'interne. On a embauché plus d'animateurs pour être sûr qu'il n'y a pas une... Chez nous, là, il n'y a pas une cohue là, quand arrive le temps des inscriptions, puis que les parents sont obligés de faire la file d'attente virtuelle là, pour être sûr d'avoir des places pour les enfants. Pour nous, un enfant qui veut venir au camp de jour va toujours avoir une place. Au pire, on va rajouter un animateur, on va en embaucher un autre. C'est important que tout le monde ait accès au service. Ce n'est pas une course à une loterie là, pour avoir accès au service. Ce n'est pas chez nous, là, loin de là. Il y a d'autres personnes aussi qui ont été créatives chez vous, les pompiers. Oui. Qui offrent maintenant un nouveau service. Racontez-moi cette histoire-là. Oui, les pompiers, nous autres, c'est des petites casernes en campagne, mais je tiens à dire que nos pompiers sont obligés d'avoir une formation de pompier 1 pour toutes les municipalités en bas de 25 000 habitants. C'est plus des pompiers. Avant, on avait la sonnerie dans le village, puis c'était les volontaires qui partaient en courant à caserne. On n'en est plus là depuis qu'il y a eu des tragédies au Québec. Les pompiers sont obligés d'être formés. C'est des formations. Je suis moi-même pompier. J'ai suivi la formation au-dessus de 400 heures de formation, plus les pratiques. On a une caserne très active. On a 4 femmes dans notre caserne. C'est le plus de personnel féminin de toute la vallée du Richelieu. On a une équipe vraiment incroyable. Puis eux, ils trouvaient qu'ils ne sortaient pas assez, il n'y avait pas assez d'action. Et la ville de Sainte-Julie, il y avait une spécialité pour transporter les gens en surpoids pour les sortir des maisons quand les ambulanciers ont une intervention, parce qu'on parle de gens qui ont 400 à 800 livres de poids. Les ambulanciers en équipe de 2 ne sont pas capables de les sortir. Sainte-Julie avait développé une spécialité pour sortir ces gens-là en collaboration avec les services ambulanciers de la Montérégie-Est depuis quelques années. Puis, il y a des conjonctures, ils prennent d'autres tournures là, parce qu'ils vont tomber premiers répondants. Le personnel, c'est pas toujours évident. Puis nos pompiers ont décidé, ont levé la main, ont étudié ça. Ils sont venus nous rencontrer au conseil. Ils ont déposé un projet qui est accepté là, par le CISS de la Montérégie-Est. Fait qu'on va couvrir toute la Montérégie-Est pour aider les ambulanciers dans les cas là, de personnes en surpoids. Puis les pompiers, ça leur a permis de souder leur équipe, peut-être? Bien là, c'est sûr que, pour vous donner une idée, on parle juste donner l'exemple d'une personne de 600 livres qu'il faut sortir d'une résidence. Tu n'as pas le choix de travailler en équipe. Là. On est 4, on a des treuils, il faut sortir les gens, puis ça soude les équipes. Puis ça amène un sentiment de fierté que ça va rayonner à grandeur de la Montérégie. Saint-Antoine va couvrir, donner un exemple, jusqu'à Sorel. On va couvrir une partie de l'agglomération de Longueuil jusqu'à Mascoutin, Saint-Hyacinthe. Fait que les pompiers sont prêts. Ils ont levé la main haut et fort, puis ils nous ont présenté un plan d'affaires parce qu'il y a des revenus qui viennent avec ça du Centre de services de la santé. Ils nous ont fait un plan d'affaires. Ça a été accepté. C'est accepté. Ils ont eux autres mêmes aménagé le camion pour être prêts. Puis là, cette semaine, ça rentre en fonction à partir de jeudi matin, 7 h. Les formations ont été données à tout le monde. Ouais. Le véhicule il est aménagé, tout est prêt. La fierté est là. Comme quoi, on peut vraiment être créatif avec l'argent public. Monsieur Chalifou, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui, d'avoir bien expliqué là, votre démarche avec le budget. Puis, j'espère que vous allez revenir nous en parler prochainement, surtout si vous avez des annonces à faire concernant la programmation. Avec plaisir. Merci beaucoup.
On accueille avec nous Julie Larochelle, qui est présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de la vallée du Richelieu-Rouville. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Un gala s'en vient. Mhm. C'est un gala qui avait déjà le nom du Grand Richelieu, mais maintenant, il y a un nouveau nom. Oui, Le gala Illumina. exactement. Expliquez-nous le changement de nom. Pourquoi? Bien, parce que le gala Grand Richelieu, c'est un gala qui existait depuis de nombreuses années, bien avant que je sois, pas au monde, là, mais que je sois à la tête de la Chambre de commerce. OK. Puis, ça représentait, tu sais, Grand Richelieu, ça faisait référence, entre autres, au Richelieu. Mhm. Et puis là, on a élargi notre territoire par 3 fois en autant d'années. Et maintenant, on représente les entreprises des territoires de 23 villes et municipalités, pardon. Donc, 2 MRC, MRC Vallée du Richelieu, MRC Rouville. Et c'est pour ça qu'il a fallu dire, on va prendre le choix déchirant, dans le fond, de dire, on va trouver un autre nom qui va mieux inclure, intégrer les entreprises du nouveau territoire, principalement de la MRC de Rouville. Parce qu'eux n'étaient pas... à part quelques municipalités, ils n'ont pas de lien avec le Richelieu comme tel. Donc, c'est pour ça. Puis là, on a réfléchi longuement. On s'est fait aider par une firme, puis on a trouvé le nom Illumina. On trouvait que c'était... J'imagine que la vocation reste la même, de Ben faire oui. rayonner Oui. les entreprises d'ici. Oui, exactement. Un gala, par définition, de chambre de commerce, c'est vraiment pour mettre en lumière, pour souligner les bons coups des entreprises du territoire. C'est une belle occasion pour tout le monde aussi de célébrer l'entrepreneuriat. Je pense qu'on a vraiment besoin, encore plus maintenant, de reconnaître l'importance des PME, des entreprises, des petites entreprises, des solopreneurs, jusqu'à, tu sais, les organismes à but non lucratif et compagnie. On a besoin de ça pour se retrouver. C'est d'ailleurs à eux qu'on parle en ce moment, les entrepreneurs. Si vous connaissez un entrepreneur, si vous êtes un entrepreneur, ce gala-là est pour vous et on vous lance un peu un appel de candidature donc pour Oui. cette année. Comment ça va fonctionner? Bien, c'est déjà commencé. Dans le fond, on a lancé ça à la toute fin de 2024. Et le dépôt des candidatures, des bulletins de candidature, se terminera le 17 février OK. prochain. Donc, on va Donc, mettre un lien oui, ici. mettez un lien. Donc, tout le monde on pourra aller consulter ça. Exactement. Ensuite, il y a un thème cette année, l'éveil du printemps. L'éveil du printemps. On voulait encore une fois que ce soit ludique, lumineux. Et habituellement, le gala Grand Richelieu se tenait à l'automne et là, celui-ci se tient au printemps. Donc, c'est notre comité, dans le fond, du gala qui a eu cette idée de génie, je trouve, de faire justement... de faire en sorte que ça suscite l'envie, justement, de se réveiller, l'éveil du printemps, les fleurs. Puis c'était inspiré aussi, puis pour ceux qui connaissent la magnifique salle du pôle culturel à Chambly, parce que c'est là que ça va avoir lieu, la salle où va se tenir le gala, le plancher est couvert de fleurs. Et c'est spécial, c'est magnifique. Je trouve que c'est un lieu à découvrir si vous ne le connaissez pas, mais c'est couvert de fleurs. Et c'est ce qui a un petit peu allumé les membres du comité de jury, pas de jury, mais du comité du gala. Oui. Alors, pour ceux qui seraient intéressés à s'inscrire, quelles sont les catégories? Bien, il y a plusieurs catégories. Il y a 16 catégories en tout. Alors, on peut s'imaginer qu'il y a des catégories par secteur d'activité. Mais il y a également des catégories qui sont un peu plus particulières, qui vont souligner le développement durable, donc pour un avenir vert. Il y a une catégorie qui souligne le leadership au féminin. On l'a appelé élévation. On s'est inspiré, dans le fond, des émissions que la Chambre de commerce produit tout au long de l'année, qui mettent en lumière justement les entrepreneurs d'ici. Fait qu'on a donné ces noms-là aux catégories. Puis il y a catégorie Bourse des étoiles également, assortie d'une bourse de 5 000 $, donc qui vient aider, qui vient souligner l'émergence d'une nouvelle entreprise sur le territoire. Puis on l'accompagne d'une bourse. On va avoir d'autres bourses également. Puis quand on est entrepreneur, on commence, Ouais. une des choses les plus difficiles, c'est d'avoir du financement. Oui, Hein? donc ça, c'est un cadeau. Quels sont les critères? Quel genre d'entreprise? Est-ce que ça prend une entreprise déjà qui est immatriculée, j'imagine? Oui, OK, définitivement. il faut avoir un nombre d'employés? Oui, Ou... bien, nombre d'employés, non, parce que ça dépend vraiment des catégories, comme je disais. Puis il y a des entreprises d'économie sociale, il y a des entreprises, des organismes à but non lucratif, il y a des solopreneurs qui ont toutes les qualifications d'une entreprise à proprement parler, mais que c'est une seule personne qui la porte. Donc, vraiment, allez sur notre site Internet, ccivr.com, vous allez voir Gala. Et regardez, vraiment, il y a le bulletin de candidature pour déposer sa candidature. Si vous avez besoin d'aide également, il y a des ambassadeurs sur le territoire.
Ce sont souvent soit vos banquiers, on est vraiment allé chercher tous les gens qui voient passer des beaux dossiers pour aider à déposer leur candidature. Comment fonctionne le processus de sélection des gagnants? Est-ce qu'il y a un jury? Il y a un jury, évidemment. OK. Et pour nous assurer, encore une fois, que ce soit vraiment le plus équitable possible, on fait appel à des membres externes à la région. Alors, moi, je fais appel à mon grand réseau à travers le Québec et ce sont des gens d'un peu partout, des gens dans le milieu des affaires, mais d'un peu partout à travers le Québec. Puis la beauté maintenant de la chose, c'est que tout le monde est familier avec les fameuses vidéoconférences. Donc, ben c'est ça, ça se produit comme tel, puis c'est un peu un échange de bons procédés. Moi-même, je participe à d'autres jurys un peu partout au Québec, et donc ça va être ça. Ça va être des jurys externes, indépendants, qui vont analyser les dossiers. C'est vraiment intéressant, puis ça permet de découvrir la région également. Bien, j'imagine, puis ça m'amène avec une des catégories qui est fierté d'ici. Oui. Donc c'est l'objectif, c'est de faire rayonner la région. Pouvez-vous m'en parler un peu plus de cette catégorie-là en particulier? Bien, c'est une catégorie, justement, où on va souligner... C'est le public qui va voter. OK, ça, c'est pas un jury, c'est le public. C'est ça, c'est OK. le public. Et là, bien, c'était d'autant plus important que là, cette catégorie-là, en particulier, ce soit les gens d'ici qui puissent voter. Parce que bien, c'est nos fiertés d'ici. Alors, c'est de souligner, justement, l'impact que ces petites entreprises-là, ces grandes entreprises-là aussi, ça peut être de toute taille, tout secteur d'activité. Donc, c'est important que ça soit vraiment voté par les gens d'ici. Les consommateurs. Les consommateurs. Ceux qui bénéficient des services ou des biens. Exactement, oui. Pour souligner les entreprises d'ici. Et comment les gens vont pouvoir voter sur Internet? Oui, en fait, tous les détails, vous allez les retrouver. Je vous invite vraiment à aller regarder sur notre page Facebook également. Vous allez retrouver toutes les informations. Ça va être très clair, très bien expliqué. Puis on est on communique beaucoup à la Chambre de commerce. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. Ça va nous faire plaisir. Mais c'est un beau gala, puis ça va mettre en lumière les entreprises de partout à travers le territoire. Donc, ça va, là, quand je dis partout à travers le territoire, ça va là, de Otterburn Park jusqu'à Chambly, tous les villages, dans le fond, autour, toutes les municipalités autour du Richelieu, jusqu'à Saint-Antoine-sur-Richelieu, Saint-Denis, Saint-Paul d'Abbotsford, à l'autre bout complètement. Donc, ça ratisse large. Puis, Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, évidemment, et tout ça. Donc, un beau gala. Donc, je répète, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes entrepreneur ou si vous connaissez un entrepreneur, allez sur le site de la CCIVRR. Oui. La date de dépôt, ce sera avant le 17 février 2025 Exact. à 16h30. Oui. Julie Larochelle, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite un beau succès pour le gala. Merci. On reçoit en studio Jean-François Barry pour le défi 28 jours sans alcool. Merci d'être là, Jean-François. Hey, ça fait plaisir. Alors, vous êtes ambassadeur cette année pour le défi Jean Lapointe? Oui, écoute, cette année, la campagne tournait autour des gens, en hommage justement à Jean Lapointe. Donc, ils ont décidé, là, puis vous l'avez sûrement vu passer déjà, que les ambassadeurs avaient le mot Jean dans leur nom. Donc, Annick Jean, Jean-Marie Lapointe, Jean Buis, Jean-François Barry. Et toute la campagne tourne autour de Jean-Barque, Jean Donne. Donc, tous les jeux de mots avec Jean. Je trouvais ça charmant, donc j'ai décidé d'embarquer. Je trouvais que c'est une belle idée. Ça vous a convaincu. J'ai décidé d'embarquer avec eux autres. Donc, moi, j'en parle. Ah, pas pire. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? Comment ça fonctionne, ce défi-là? Oui, donc le défi 28 jours sans alcool, je pense que les gens connaissent ça. Il y a deux volets. Il y a la levée de fonds qu'on oublie trop souvent. L'objectif, c'est 900 000 qu'on veut récolter pour redonner par la suite à la Maison Jean Lapointe, parce qu'il y a la fondation, puis il y a la maison. Donc la fondation, évidemment, aide la maison après ça pour les gens qui ont des problèmes d'itinérance. Et la façon de donner, bien, c'est facile. Vous allez sur défi28jours.com. Vous pouvez soit donner en vous inscrivant, si vous décidez de faire le défi. Vous pouvez appuyer un candidat. Vous pouvez tout simplement faire un don. Et moi, une des facettes que j'aime bien cette année pour faire un don, c'est la boîte. Ça coûte 89 $. Le 89 $ retourne à la fondation. Et dans cette boîte-là, il y a un paquet de produits québécois sans alcool. Donc, ça vous donne des alternatives, ça vous fait découvrir des produits d'ici. Ça fait un don en même temps. Donc, je trouve que tout le monde est gagnant dans cette formule-là. On va mettre les informations au bas de l'écran pour que les gens puissent aller vérifier puis s'informer sur cette offre-là. Mais vous avez déjà fait un défi dans ce genre-là. Vous avez déjà vécu les bienfaits de passer un peu de temps sans boire. Exactement. Fait que ça, donc, je vous parlais donc, de la portion pour ramasser des sous. Puis après ça, il y a la portion
Mouvement de société. Qu'est-ce que ça apporte? Sensibilisation. Qu'est-ce que ça apporte? Parce qu'on encourage les gens à faire le défi, même si vous n'êtes pas inscrit. Donc, ça commence le 1er février jusqu'à la fin février. Là, on en parle en janvier parce que c'est la période d'inscription. Et le but, c'est de se priver d'alcool pendant 28 jours, de l'essayer du moins. Qu'est-ce que ça apporte? Moi, je l'ai déjà fait. J'avais fait un 6 semaines parce que j'avais entendu dans une entrevue à la radio que si tu veux complètement enrayer l'alcool de ton foie, donc qu'il y ait le temps de se régénérer, ça prend 6 semaines, puis après ça, il n'y a plus aucune trace. Donc, je m'étais donné le défi de faire ça. Et combien de verres d'alcool que tu consommes par semaine? Quelques-uns. C'est difficile à compter. Peut-être entre 5 et 10. Ça dépend des semaines, peut-être. OK. Parce que souvent, les gens vont dire 3-4. 3-4? Ça passe vite, ça va Mais vite. quand tu te prives d'alcool, tu réalises le nombre de fois où tu aurais pris un verre. Tu sais, mardi, tu joues au hockey, ligue de garage, prends une petite bière. Là, le jeudi, finalement, tu t'en vas dans un 5 à 7, prends un petit verre de vin. Le vendredi avec des amis, le samedi avec des amis, le dimanche en écoutant le foot. Crème, j'ai bu 5 jours sur 7, finalement. Tu sais. Fait que c'est quand tu l'enlèves, l'alcool, que tu te rends compte qu'on consomme plus. Tu te rends compte de la pression aussi. Tu sais, tu vas chez des amis, non, juste un verre d'eau. Juste un verre d'eau, tu es malade? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas? Tu veux pas un... Non. Non, je veux juste pas d'alcool ce soir. Fait que, tu sais, il y a tout ça à changer. Puis il y a plein de bienfaits pour le corps. J'avais déjà honnêtement. entendu, tu sais, l'alcool, c'est un peu la seule drogue que t'es pas normal si t'en prends pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Que Il y a t'as un le problème. Il y a le café un peu aussi. Ouais, Hein, quand c'est tu dis ça, je bois ouais. pas de café, les gens font... Non, puis ça a des grandes conséquences, l'alcool. Ça a des conséquences sur la société, sur la personne, le corps. Des grosses dépendances, ça peut briser des relations. Ah, totalement, mais même si vous n'êtes pas à ce point-là, mais que vous prenez juste de l'alcool au quotidien, moi j'ai déjà, au quotidien, hebdomadaire, moi j'ai diminué parce que je vieillis, puis je me rends compte que quand je prends de l'alcool, je te donne un exemple, on fait un risotto, mettons, un jeudi soir, puis là, il y a un petit peu de vin dans le risotto, il reste le 2 tiers de la bouteille, tout aussi bien de la prendre en mangeant. Mais moi, le vendredi matin, je vais me lever bien plus mêlé si j'ai pris 2 verres de vin la veille, tu sais. Puis en vieillissant, c'est souvent ma nuit de sommeil qui va être moins bonne, ma digestion. Fait que quand on s'en prive, ce que je me suis rendu compte après un certain temps, moi j'écris dans la vie, j'ai bien plus d'idées, je suis plus allumé, plus créatif, plus en forme, j'ai moins besoin de café et de boissons énergisantes pour finir mes journées. Et vous allez fondre. Parce Ça perd que, du poids, hein? ben, il y a du sucre quand même beaucoup dans l'alcool. C'est très rare qu'on va prendre un verre d'alcool sans grignoter un petit quelque chose avec. Si vous prenez de la bière, bien là, avec la levure, tout ça, c'est encore pire. Fait que je vous le dis, c'est bon pour le corps, c'est bon pour votre esprit, c'est même bon pour votre portefeuille. Oui. Parce que l'alcool au restaurant, je ne sais pas pour toi, Ça coûte mais cher, exact. ça coûte cher. L'alcool entre amis, l'alcool à la maison. Fait que il y a que des bienfaits à essayer le 28 jours sans alcool. J'avais également vu des types de défis. Là. Tu sais, quand on fait 0 alcool pour tout le mois, mais il y a aussi, on peut choisir des jours dans la semaine. Tu sais, jeudi, vendredi, samedi, c'est 0, le reste de la semaine. Donc, plusieurs opportunités. On va mettre, comme j'avais dit, le site au bas de l'écran. Puis, j'invite tout le monde à donner pour la cause, la Fondation Jean Lapointe, puis de profiter de cette expérience-là pour... J'aime ça, le mot expérience. Exact. Faites-le comme une expérience. Oui, c'est pas nécessairement de se priver, c'est juste une nouvelle façon de... Je vais essayer ça. Puis si vous trouvez ça très, très difficile, bien après ça, peut-être posez-vous une question versus votre rapport à l'alcool. Puis 28 jours dans une vie, là, honnêtement. Hein? Les gens font comme « Oh mon Dieu, 28 jours! » 28 jours, c'est pas grand-chose. Ça se fait bien. Merci Jean-François Barry. Je rappelle, vous êtes ambassadeur pour le défi 28 jours sans alcool. Merci à vous autres. Merci. On reçoit Mélanie Villeneuve, qui est mairesse d'Ottoburn Park. Merci d'être là, Mme Villeneuve. Ça fait plaisir, merci. On est en janvier. On pourrait revenir sur qu'est-ce qui s'est passé à Ottoburn Park en 2024. Oui, bien, ça a bougé beaucoup en 2024. Ouais, hein? Il y a des projets qui se concrétisent. Je pense entre autres l'acquisition du boisé des perdrix, une Ouais, dernière on a vu section. ça au mois d'octobre, novembre. Oui, exactement. On a des politiques qui sont mises en place, politique municipalité amis des aînés. OK. Pouvez-vous expliquer un peu plus qu'est-ce qui se passe Ouais. au niveau là-dedans? Oui, bien dans le fond, il y a eu une consultation qui a eu lieu là, il y a, je pense, 1 ou 2 années, qui nous a menés vers des actions là, au niveau municipalité amis des aînés. Donc, dans le fond, c'est une accréditation qu'on va chercher là, pour nos aînés là, à la ville d'Ottoburn Park. OK. On parle d'accréditation pour faire un nouveau service ou...
Dans le fond, la municipalité Amis des aînés, là, on le retrouve partout à travers le Québec. C'est une façon, dans le fond, d'aller consulter la population, puis de mettre des actions en place là, au niveau des aînés. Puis ça couvre vraiment l'ensemble des besoins des aînés. Là. Puis, je pourrais vous en parler là, pendant un bon 15 minutes. Là. Mais le processus est quand même très établi. Okay. On doit les consulter sur le logement, les activités, sur, par exemple, la santé. Puis à travers ces consultations-là, bien, on vient choisir des actions là, qui sont précises là, pour la plupart des pétales là, qu'on va appeler. Là. Okay. Mais donc, c'est ça. C'est un beau projet là, qui a été mis de l'avant là, en 2024. Puis sur lequel on a travaillé avec un comité, puis le service des loisirs. Là. Ça permet à la Ville d'être à l'écoute d'une certaine portion de sa population qui peut avoir des besoins particuliers. Oui, puis prioriser aussi. Là, puis par la suite, on peut aller chercher également des subventions pour certaines actions qui sont mises de l'avant dans les plans d'action. Là. OK. Ouais. Niveau budget, ça a bien été? Oui, bien, dans le fond, on a établi notre budget là, pour 2025. Okay. Puis, je pense qu'il y en a beaucoup qui le savent, là, c'est une année 2025 de réévaluation, là, de nouvelles évaluations pour le résidentiel. Donc, il y en a beaucoup qui ont vu leur évaluation augmenter. Là. Je pense qu'en moyenne, on parle de 50 là, fait que c'est quand même assez important, mais on regarde là, partout à travers le Québec, ça ressemble à ça aussi, là, pas mal 50 d'augmentation des évaluations. Donc, quand on dit augmentation de l'évaluation, augmentation des taxes. Bien, c'est ça qu'on a en tête. Ça, c'est la principale source de revenus des municipalités. C'est avec ça qu'on peut faire les services. En effet. Puis quand on parle vraiment d'augmentation de l'évaluation municipale, c'est vraiment pas augmentation au niveau du compte de taxes. Là. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on vient réduire après ça les taux pour faire en sorte là, que finalement, on a nous, les revenus là, qu'il faut là, pour équilibrer le budget. Puis au final, le budget qu'on a établi là, pour 2025, on parle d'une augmentation d'environ 1,4, 1,45 sur la maison moyenne. Là. OK. Donc, pour finalement avoir un budget équilibré là, pour 2025. C'est une restructuration. Bien, en fait, effectivement, là, on vient abaisser les taux. Puis, je dirais que la plupart des municipalités, c'est l'action là, qu'ils vont faire là, quand ils sont en nouveau rôle d'évaluation. Puis, les augmentations ont beaucoup là, au niveau des évaluations. Est-ce qu'il va y avoir une différence? J'avais vu peut-être un niveau fiscal de privilégier un peu les secteurs un peu plus commerciaux et des multilogements. Est-ce que ça fait partie des modifications au budget que vous allez apporter? Oui, effectivement. Dans notre budget, on a modulé les taux là, pour le résidentiel, le multilogement, puis également les terrains vagues. Donc, au niveau des terrains vagues, on a la possibilité d'augmenter nos taux quand même. La loi provinciale nous permet ça maintenant. Donc, ça vise à, entre autres, stimuler la construction, là, on retrouve beaucoup ça, je pense, dans toutes les villes, là, des terrains vagues sur lesquels il y avait déjà eu des projets potentiels, mais finalement, bon, bien, ça tombe à l'eau. Donc, c'est un incitatif là, pour encourager les entrepreneurs à les développer ces terrains-là, là, sachant que aussi on a la crise du logement, etc., manque de logement. Donc, c'est ça, ça vient inciter ça. On a aussi, au niveau des multilogements, abaissé le taux aussi là, comparativement à l'année précédente. On a, par exemple, chez nous, quelques multilogements. On n'en a pas énormément. On en a qui sont dédiés à donc des populations avec des revenus plus faibles. Donc, ça vient soulager là, également là, cet organisme-là là, local là, chez nous. C'est des nouvelles qui vont... je pense que les gens ont besoin d'entendre aussi, là, de comprendre un peu pourquoi la municipalité fait ces choix-là. Oui, puis c'est quand même, tu sais... Les taxes, c'est quand même très complexe à comprendre. Là. Donc, il y a quand même beaucoup d'informations sur notre site web là, qui visent à le vulgariser du mieux. On va mettre le lien en bas de l'écran, comme ça les gens pourront aller vérifier pour avoir un peu plus d'informations. C'est difficile de différencier le budget aussi du plan stratégique. C'est deux choses qui vont un peu ensemble. Oui, définitivement. Dans le fond, on a fait un plan stratégique pour justement aligner notre budget vers certaines priorités. Notre plan stratégique, encore une fois, bon, on avait fait une consultation là, qui a eu lieu cet été, puis il y a eu tout un processus avec un comité de pilotage.
C'est un comité qui comprenait des citoyens, des gens de l'administration puis des élus. Donc, ce comité-là veillait à ce que le processus de la planification stratégique ait un beau rythme, là, puis vienne remplir les objectifs, là. Donc, suite à la consultation, bien, il y a eu des réflexions qui ont eu lieu à travers le comité de pilotage, puis à travers nos équipes municipales, pour finalement dégager ce qu'on voit là, dans les planifications stratégiques, là, vision, mission, les valeurs, etc. Ouais. Puis je pense que souvent, ce qui intéresse plus les gens... C'est quoi Ouais, qu'est-ce qui va arriver? Là? Exactement, c'est ça. Fait qu'on travaille autour de 4 orientations. Ouais. Puis, je peux peut-être vous les nommer. Ouais, allez-y, là, stimuler l'esprit de communauté, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu là, dans les consultations. OK. Les gens recherchent des endroits où se réunir, des occasions de se réunir, puis des endroits. Fait que ça a été nommé beaucoup. Donc, nous, on va travailler autour de ça. Là. On a commencé chez nous à rencontrer des organismes pour un petit peu connaître leurs besoins, puis voir comment on pourrait tout arrimer ça là, ensemble. Ottoburn Park, c'est une ville qui n'a pas de centre-ville. Donc, on peut dire que ça se développe à gauche et à droite, mais il n'y a pas un endroit où est-ce que les gens vont nécessairement se rassembler. Il y a Pointe-Valène, par exemple, où est-ce qu'on va retrouver des événements culturels super le fun. Il y a aussi le club de canotage là, qui réunit beaucoup de gens. Il y a les écoles. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour arrimer tout ça, là, pour faire en sorte là, qu'on ait un centre plus communautaire? Est-ce qu'on va également en avoir un qui est peut-être un petit peu plus sportif, un centre qui est plus culturel? Donc, c'est ça. On travaille un endroit central pour se réunir. Oui, effectivement. Sinon, on a une autre orientation qui est d'assurer la cohérence dans le développement des services et infrastructures. Donc, ça a beaucoup ressorti, encore une fois, dans les discussions avec les citoyens. Bien, il manque peut-être de cohérence là, entre le nouveau quartier puis le vieux quartier. Comment est-ce qu'on peut arrimer ça? Donc, il y a des projets de rejoindre tout ça pour en faire finalement une ville où est-ce qu'on se rencontre. Là. Donc, assurer de la cohérence aussi, ça va dans le style d'habitation. Comment est-ce qu'on peut réunir tout ça? Là? Je comprends qu'il ressort beaucoup de ces projets-là, le besoin peut-être de pas de lutter contre l'isolement, mais de se rapprocher. Est-ce que ça peut avoir rapport après la pandémie, que les gens ont besoin de se voir? Puis, on parlait de municipalité amie des aînés aussi. Ça a été beaucoup relevé aussi. Là. Fait que c'est définitivement un besoin là, qu'on a chez nous. Sinon, une troisième orientation qu'on a, c'est de favoriser un mode de vie actif en harmonie avec la nature. Harmonie avec la nature, quand on parle de planification stratégique, l'idée, c'est de centrer nos actions vers certaines priorités. Si je prends par exemple l'environnement, bien, on pourrait s'étaler sur énormément de priorités. Puis, c'est important à un moment donné d'en sélectionner qui soient plus pour faire des projets qui sont bien concrets, puis en arriver avec des résultats. Fait que ce qui ressortait encore une fois beaucoup dans les consultations au niveau de l'environnement, bien, c'est ce besoin-là d'être près de la nature. Ce besoin-là de conserver les arbres, qu'on a notre couvert forestier comme étant quelque chose de super important qu'il faut maintenir, qu'il faut mettre en valeur. Puis bien sûr, les espaces naturels. Là. Donc, un peu dans l'ordre d'idée d'acquérir le boisé des bosquets. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que tout est dans tout, finalement. le fait est qu'on bâtit un budget aussi en fonction de ces orientations-là. Bien entendu, on a la vision à long terme. Puis ça, bien, c'est un projet sur lequel on travaille quand même depuis quelques années. Puis là, on a dit non, là, faut vraiment là, aller de l'avant puis mettre les efforts qu'il faut là, pour en faire un beau projet là, structurant. Là. Ça, c'est une troisième orientation. Allez-y, Sinon, j'en ai une quatrième. on va y aller au complet, là, les gens s'entendent. Allez-y. Faire rayonner nos attraits. Ça, c'est notre quatrième orientation qui vise à bâtir un petit peu de fierté. Je pense que encore une fois, à travers les discussions, les citoyens, les projets qui émergeaient, les suggestions de la part de la population, bien, c'est ça, on cherche à mieux communiquer ce qu'on fait. On sent qu'il y a un besoin de la population de connaître ce qui se fait, du pourquoi aussi des décisions, par exemple, les décisions du conseil. Qu'est-ce qui fait en sorte que, on a pris tel chemin et pas l'autre. C'est une transparence? Oui, une transparence, oui, définitivement. Ça, c'est un besoin qui a été nommé. Puis, de faire en sorte, qu'on les connaît, qu'on connaît nos décisions, qu'on connaît ce qui
se passe, faire rayonner nos attraits, bien, c'est par rapport à ça, entre autres. Sinon, bien, on a beaucoup de beaux projets qui sont faits par la Ville, mais aussi par nos organismes. Je vous ai parlé de Pointe-Valenne. Ouais. Donc, ce qui se fait de beau là-bas, là, c'est un organisme qui est là depuis 5 ans maintenant. Là, puis, vraiment, après seulement 5 ans, bien, ils ont vraiment des beaux projets qui sont en cours, puis de magnifiques spectacles. Oui, puis on avait reçu des gens ici de Pointe-Valenne, puis tu sais, c'était vraiment la proximité qui expliquait. Là, tu sais, ils permettent aux gens de rencontrer les comédiens, puis les artistes après. Puis, donc, on ne voit pas ça partout. Là, tu sais, c'est l'avantage d'avoir un endroit plus intime, plus proche des gens. Plus intime, puis tu sais, je dirais, qui réussit à briller au-delà de chez nous, de Otterburn Park. Donc, tu sais, d'être fier de ça, de le reconnaître, bon, comment on peut le faire à travers nous autres, la Ville, dans nos actions. Là. Donc, c'est un exemple. Là. Pointe-Valenne, on pense aussi au club de canotage, on pense aussi, tous nos commerces également, là, qu'on veut mettre de l'avant, tous nos petits commerces là, qui mettent beaucoup d'efforts là, dans ce qu'ils font. Là, on veut les reconnaître là, également. Là. On comprend qu'il y a beaucoup de vision dans ce que vous nous dites, qu'il y a beaucoup de choses. Vous m'avez aussi, je voulais parler avec vous aussi de certains développements économiques. Donc, tout dans le plus concret, le béton. Oui. Fait que là, vous aviez un nouveau développement économique en tête pour la région, c'est ça? Bien, oui, je dirais qu'il y a peut-être 2 volets là, par rapport à ça. Allez-y. On a fait un portrait économique, OK? Donc, on a voulu savoir qu'est-ce qui marchait moins au niveau de nos commerçants, tu sais, on n'a pas de centre-ville, de nos allées commerciales, là, on pourrait les nommer comme ça, les forces, les faiblesses par rapport à ça, puis faire en sorte qu'on va chercher du dynamisme par rapport à ça. Un dynamisme économique, mais aussi un endroit, justement, où est-ce qu'on va se rassembler. Donc, on a pu rencontrer les commerçants chez nous l'année passée au mois de mai. On va les rencontrer de nouveau là, au printemps là, dans une activité donc qui va viser à leur présenter finalement les résultats de cette étude-là. OK. Puis, une des constats qui était émis du portrait économique, c'est qu'il y a un intérêt de la part des commerçants de se réunir, encore une fois, toujours ça. Donc, il y a un intérêt aussi de développer ensemble des projets communs. Donc, nous, on veut proposer aux commerçants de se réunir comme corporation de développement économique. Un genre de chambre de commerce? Oui, c'est ça. Une petite chambre de commerce, on pourrait dire, très locale. Un endroit où est-ce qu'eux peuvent se réunir puis faire des demandes à la Ville, par exemple. OK. Donc, si une réunion de tous ces commerçants-là disent « bien nous, on aimerait ça avoir une carte de la Ville, on aimerait ça la mettre de l'avant », donc, nous, la Ville, on est prêt à soutenir ce type d'initiative-là à travers un organisme comme une corporation de développement économique local. On voit ces genres d'initiatives-là. On est allé en rencontrer une à Saint-Marc-sur-le-Richelieu, qui est vraiment un bel organisme, là, très local. Puis c'est des gens très motivés qui ont parti de ça. Et puis, ils ont fait des choses extraordinaires là, en moins d'1 an. Là. Donc, je suis certaine qu'il y a ce potentiel-là chez nous aussi de faire émerger un petit organisme communautaire. Donc, c'est quelque chose qu'on va voir là, dans les prochains mois. Là, puis, on a comme objectif de rencontrer les commerçants là, un à un là, pour les motiver à aller vers ça. Je suis certain qu'il va y avoir de l'attrait pour ça de la part des commerçants. Je pense que oui. Puis aussi, vous avez un développement qui est au niveau immobilier, le développement domiciliaire, le Patriote. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, on a, les gens le savent à Otterburn Park, là, depuis quelques années, là, le paysage se transforme là, chez nous. Puis, dans notre projet, là, déjà, là, si on regarde le recensement, là, on est passé de 8 500 habitants à, je pense, 9 300. Donc, dans la dernière année? Dans la dernière année, c'est-à-dire dans les 2 dernières années. OK. Oui. Fait que c'est ça, on a vraiment... Plus que 10 de croissance?
Oui, bien, Environ. tu sais, c'est ça, c'est un cinquième de notre population éventuellement à terme qui va se retrouver dans ce quartier-là. Donc, vraiment, on accueille du nouveau monde. Puis, c'est ça, à travers ce quartier-là, bien, il y a des belles choses qui s'en viennent aussi, là. Je pense que les gens le savent, là, chez nous, il y a une école qui va venir s'implanter éventuellement. Donc, ça, c'est un projet là, avec lequel, bien, en fait, qui appartient bien entendu au centre de services scolaires, puis avec lequel on travaille là, présentement. Donc, en plus de l'école, bien, il y a tous les parcs qui vont venir dans le secteur. Il y a exactement un projet qui a beaucoup évolué au cours de l'année 2024, qui est l'aménagement des rives. Donc, Pour permettre aux gens d'être au bord de l'eau? Oui, bien, dans le fond, le quartier du Patriote est traversé par un ruisseau. OK. Et puis, donc, il y a ce qui est fait en 2024, bien, c'est le réaménagement des berges là, autour de ce ruisseau-là OK. et la création également de milieux humides. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on voit moins, là. En plus de l'aménagement des berges, bien, on vient créer des espaces là, pour la biodiversité, pour aussi gérer on entend beaucoup parler là, des grands coups d'eau, Les inondations. ouais, des inondations. Donc, venir gérer ça également là, à travers ce projet-là de création de milieux humides. Donc, c'est un autre projet là, qu'on va mettre de l'avant, qui va finir d'être réalisé là, dans l'année 2025. Et puis, c'est ça qu'on va entendre parler chez nous. Fait que, c'est un beau projet pour le nouveau quartier, mais aussi toute la population. J'espère que vous pourrez revenir ici nous en parler. Madame Villeneuve, vous avez une belle vision pour la ville d'Otterburn Park, des beaux projets. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Merci. Voilà, j'espère que vous avez bien apprécié l'émission. Si vous êtes intéressé ou connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par un métier du monde des médias, que ce soit devant ou derrière la caméra, TVR9 a besoin de vous. Communiquez avec nous par courriel à l'adresse info@tvr9.com. Entre-temps, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle édition de 60 minutes du Régional.